Très bien. Bien, je commence par remercier les organisateurs de m'avoir donné cette occasion de m'inviter et de me donner l'occasion pour m'exprimer à ce colloque organisé sur le thème du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, dans ce haut lieu de la science politique française, Sciences Po Paris, l'IEP de Paris. Et donc ce serait tentant pour moi, puisque l'occasion fait le larron, de parler de la science politique française et de l'Algérie, ou plutôt comment la première, c'est-à-dire la science politique française, est traitée de l'objet politique Algérie. Le tiers-monde, dans l'Algérie, a été une figure paradigmatique dans les années 50 et 60, a longtemps été rebelle aux approches de la science politique des années 50, encore trop marquées par ses origines, que sont le droit public et le droit constitutionnel. Et pendant toute la première moitié du XXe siècle, les sociétés colonisées ont été ignorées totalement par la science politique. Il est vrai qu'à l'époque, la science politique n'étudiait pas le pouvoir, elle étudiait l'État. Elle n'étudiait pas les rapports d'autorité, elle étudiait les institutions. Il aura fallu attendre les travaux pionniers de Georges Balandier pour que la science politique s'ouvre à l'anthropologie et élargisse le champ de son objet. En sociologie et en anthropologie, il aura fallu aussi attendre Jacques Berck et plus tard Pierre Bourdieu. Il est vrai que les historiens, eux, étaient beaucoup plus précoces. Il y avait Charles-André Julien déjà dans les années 30 et 40, et ensuite André Mouchy et Charles-Robert Agerin. Mais en sciences politiques, nobody, nothing, n'est-ce pas, pour parler des subalternes. Il n'y avait personne pour parler des subalternes. Dans les années 60, mais c'était déjà la période postcoloniale, il y a eu Jean Leca et Jean-Claude Vatin qui ont essayé de montrer comment se construisait un État sans forte tradition de droit public, ou plutôt comment se construisait un État avec des vestiges du droit public de l'État colonial. Dans les années 60 et 70, le tiers-monde avait bousculé les sciences sociales occidentalo-centrées et annonçait déjà l'arrivée de Édouard Saïd. Édouard Saïd, dont l'ouvrage a été publié en 1978. Mais 4 années auparavant, s'était tenu à Alger le Congrès international de sociologie, où le procès des sciences sociales, en particulier l'anthropologie, avait été dressé par le ministre algérien de l'enseignement supérieur, Mohamed Sadir Ben Yahya. C'était l'époque du tiers-mondisme, qui s'était imposé comme approche du fait social dans le champ académique. Cependant, ce qui avait condamné les sciences sociales occidentales, ce n'était pas des sciences sociales autochtones, mais plutôt un discours idéologique enthousiaste. Après le procès de l'anthropologie occidentale, il n'y a pas eu de pratique académique construisant un objet analysé avec des approches théoriques. Au lieu de cela, nous avons eu droit à des discours qui parlaient au nom des acteurs collectifs, les paysans, les ouvriers, les masses populaires, les femmes, les jeunes, etc. Acteurs collectifs reliés à des notions peu définies, l'impérialisme, le socialisme, la voie non capitaliste de développement, etc. Ce sont les émeutes des années 80 en Algérie qui ont attiré l'attention sur la profonde rupture entre l'objet des universitaires et la société. Nous nous sommes rendus compte, en tant qu'universitaires algériens, que les sciences sociales n'avaient pas d'objet en Algérie et que la société algérienne n'avait pas de sciences sociales. C'est intéressant de réfléchir sur ce couple épistémologie et société à la lumière des 50 dernières années de l'Algérie indépendante. Les obstacles sont politiques, évidemment, puisqu'il n'y a pas de sciences sociales sans démocratie et sans liberté d'expression, mais je crois que c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus profond car il y a aussi l'absence de ce que Michel Foucault appellerait la conscience épistémique, c'est-à-dire la conscience que les pratiques sociales sont susceptibles d'être construites comme objet de science. Je vais prendre le cas de ma discipline, la sociologie politique,
qui a pour objet les conflits politiques et leur régulation par l'État. Comment étudier un champ politique qui a 50 ans d'existence et dont les pratiques d'État consistent à nier et à refouler le conflit politique? Cet État est issu de mouvements de libération nationale à idéologie populiste incarnés par l'armée qui coopte des élites civiles à qui elle confie la mission de diriger l'administration gouvernementale. Le présupposé de base de cette construction apolitique du politique est que l'armée, issue du peuple, est son avant-garde et son protecteur. L'Algérie est riche de 50 ans d'expérience de modernisation postcoloniale au cours de laquelle a été tentée la construction de l'État, le développement économique et la modernisation de la société. S'il y a un concept ou un mot qui définirait cette volonté ou cette expérience, cette soif de modernité, qui existe aussi bien chez les dirigeants que dans la population, c'est l'utopie populiste. Cela fait 30 ans que je réfléchis sur le populisme algérien, et si vous me demandez qu'est-ce que j'en tire comme conclusion, je vous dirai: le populisme idéalise le peuple et méprise la société. Le peuple n'est pas une réalité sociologique, mais une construction idéologique qui n'a de sens que lorsque la communauté nationale est menacée par un danger extérieur ou une force étrangère. Il disparaît, le peuple disparaît lorsque l'ennemi étranger a été neutralisé pour laisser place à la société composée d'individus en chair et en os, porteurs d'aspirations particulières, réalisées seulement quand ils s'imposent comme sujet de droit. L'idéologie populiste qui idéalise le peuple n'aime ni les sujets de droit, ni le droit. L'homme qui a le mieux incarné le populisme en Algérie, c'est le colonel Boumedienne. Il adorait le peuple, mais il détestait la société. Pour lui, la société est le lieu de conflit pour les richesses et pour les honneurs. C'est les demandes sociales contradictoires, c'est les revendications des libertés syndicales et du pouvoir d'achat, etc., etc. Ce tumulte, le populisme avait horreur de ce tumulte politique et préférait la sérénité du peuple, prêt à se sacrifier pour le chef et pour la patrie. Si l'Algérie a échoué dans sa farouche volonté de se développer durant les 50 dernières années d'indépendance, c'est parce que toutes les politiques de développement économique et social ont été pensées pour les besoins du peuple et non pour ceux de la société. Le peuple imaginaire avait un État, mais pas la société réelle. Le projet populiste de Boumedienne, c'était d'intégrer le peuple dans l'État tout en excluant la société à qui il reprochait d'être acculturé, de vouloir consommer avec ostentation et surtout de ne pas se débarrasser des traces de la présence française qui aurait souillé sa matrice originelle. Ce schéma de pensée dans lequel s'étaient enfermés les dirigeants algériens a été cependant battu en brèche par les échecs flagrants du régime à tous les niveaux et dans tous les domaines. Dès le milieu des années 80, les dirigeants ont perdu foi en le populisme, mais ils sont liés par son héritage. Je dirais que de 1962 à 1988, le régime a défendu le populisme comme vision politique et les élites y croyaient plus ou moins. De 92 à nos jours, plus personne n'y croit et le régime est devenu une fin en soi. Les élites dirigeantes n'ont pas d'autre alternative que de diriger ou de mourir comme Kadhafi. Il n'y a pas d'endroit ou d'espace dans la société où se retirer à titre d'ancien dirigeant. L'État est devenu un refuge pour les dirigeants. Ils peuvent aller nulle part. Il n'y a que l'État où ils sont protégés. Ils n'ont pas où aller. Le peuple est une réalité imaginaire et la société est inamicale et inhospitalière.
Il y a les États du Golfe, évidemment, il y a aussi la France, mais en France, il y a des ONG et il y a parfois des juges qui fouillent dans le passé, et donc c'est pas très commode. Alors, d'une part, la notion de peuple, d'où ils tiraient leur légitimité, est désormais accaparée par les islamistes, qui reproduisent de manière anachronique le populisme du FLN d'antan, et d'autre part, la société, que 50 ans de populisme ont délabré, la société qui n'est pas en Algérie une communauté composée de sujets de droit. Ce sont là quelques idées que j'ai formulées en vrac et qui demandaient à être évidemment approfondies. Pour résumer en 15 minutes, 50 ans d'une expérience de modernisation postcoloniale, pour reprendre le titre de mon dernier ouvrage paru à Alger il y a 2 mois. Je vous remercie.